Bonjour, je suis Olivier Rollo, je suis le directeur de la rédaction de l'Étudiant et je suis heureux de vous accueillir sur ce débat très important qu'on a intitulé France, Europe, États-Unis, quelle université pour quelle société. Vous voyez, c'est vraiment un débat très large, très important. Je voudrais d'abord remercier l'Université américaine de Paris, avec laquelle la Cité de la Réussite s'est associée cette année et qui a permis de faire venir de nombreux Américains sur différents débats. C'était important. Et puis, bien sûr, remercier le ministère de l'Éducation, qui est notre partenaire, le partenaire de la Cité de la Réussite depuis 15 ans et qui nous aide à préparer tous ces débats. Comme vous savez un peu les règles, j'ai déjà présenté mes invités. Ensuite, il y aura des questions posées par les étudiants qui sont devant moi. Et puis ensuite, la salle pourra bien sûr s'exprimer. Donc, 3 invités. À ma gauche, Emmanuel Davidenkoff, que vous avez connu journaliste à Libération, qui est spécialiste des questions d'éducation, chroniqueur à France Info et maintenant rédacteur en chef adjoint de Phosphore, et qui vient de sortir un très bon livre qui s'appelle « Les universités sont-elles solubles dans la mondialisation ?» Il n'est pas seul, son co-auteur Sylvain Kahn. Je peux vous dire que ce bouquin il résume à peu près le débat, il est passionnant. Donc Emmanuel, mon deuxième invité, Patrick Hetzel. Alors, vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais mardi vous le connaîtrez, car mardi il rend son rapport sur la commission du débat national Université-Emploi. C'est à peu près ce qu'attend Dominique de Villepin pour sauver les universités, non, j'exagère, mais en tout cas vous allez entendre parler de lui. Et enfin Gerardo Della Paolera, qui est professeur d'économie, mais surtout président de l'Université américaine de Paris, et qui donc est à ce titre aussi un expert des questions que nous allons traiter aujourd'hui. Moi j'ai une première question à poser avant de donner la parole à la salle, à Emmanuel. Alors, l'université américaine, c'est vraiment bien? J'ai eu peur que la question ce soit de résumer le résumé du débat. Tu ne regardes pas. Non, parce qu'on a construit le livre sous une série d'idées reçues. Et une des idées reçues qu'on a essayé de démonter était l'idée reçue selon laquelle les universités américaines, ce serait l'antéchrist, le cheval de Troie de la marchandisation, qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de respect pour les savoirs, que tout se vendait, que les pauvres n'avaient pas accès à l'université, etc. Enfin, toute chose qu'on entend quand même assez fort sur l'université américaine. Vous savez, c'est un peu on dit les facs à l'américaine, ça devient un slogan. On dit vous allez glisser vers les facs à l'américaine, c'est que ça se passe mal. Voilà. Et donc on a simplement essayé de décrire un petit peu tout simplement ce paysage de l'enseignement supérieur américain, qui est un paysage pluriel, qui est un paysage composé de milliers d'établissements d'enseignement supérieur et pas seulement de la cinquantaine, voire de la vingtaine dont on entend parler de ce côté de l'Atlantique, qui sont les grandes universités dites de recherche, voilà, comme les universités de l'Ivy League, qui est un regroupement de grandes universités. Vous trouvez notamment l'université de Yale à New Haven. Alors on a fait un petit tour d'ailleurs à New Haven pour raconter. Et voilà. Et donc on a voulu montrer que c'était également un système qui est très largement financé par des fonds publics, que c'est un système qui sait également aider les étudiants. Ça coûte cher de faire des études aux États-Unis. Vous savez, les études sont payantes, mais il y a également un autre rapport à ce que représentent les études par rapport à l'université française, mais pas forcément par rapport à l'enseignement supérieur français. C'est-à-dire que cette idée que vous puissiez investir pour votre vie future et que vous allez vous-même tirer des bénéfices
de ce que vous faites à l'université, et donc il est logique que vous donniez de l'argent, que vous contribuiez à cet effort. Cette idée-là, vous la retrouvez en France, dans toutes les écoles de commerce, vous la retrouvez dans un certain nombre d'écoles, d'établissements d'enseignement supérieur privés, dont certains sont de grande qualité. Vous la retrouvez dans une certaine mesure dans des troisième cycles universitaires. Vous la retrouvez dans des instituts qui dépendent des universités, où les frais ne sont pas nuls et représentent parfois un effort. Donc voilà. Et puis surtout, on a essayé de dire qu'en termes de valeurs, de ce dont est porteuse l'université américaine, d'universalisme, d'attachement à l'excellence de la recherche, et le nombre de prix Nobel, on l'a vu cette année encore, c'était quand même très spectaculaire. C'est la recherche américaine qui a empoché quasiment tous les prix Nobel, montre bien que de vouloir jeter les États-Unis en nous disant ce sont des universités McDonald's ou des universités Google, je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui, est quand même extrêmement abusif. Voilà. Et en France, l'université américaine, ça évite de poser le débat de l'université française. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit c'est les facs à l'américaine, il faut se taire, on n'en veut pas, nous on est dans une autre tradition. C'est pas vrai. Les universités américaines ont été pensées par des Européens, comme les États-Unis d'ailleurs, ont été pensées, en tout cas toute la côte Est, par des Européens et autour de valeurs. Voilà. Merci Emmanuel pour ce premier point. Alors, Monsieur Hetzel, dont je rappelle que vous êtes aussi recteur de l'Académie de Limoges, vous avez vu, pour votre rapport, que je ne vous demande pas de déflorer, mais vous avez un peu regardé les autres systèmes, qu'est-ce qui marchait, et en Europe aussi, qu'est-ce qui marche bien en Europe ? Oui, effectivement, je ne vais pas déflorer le rapport. On va attendre encore 48 heures pour le faire. Ce qui marche bien en Europe, et y compris en France, c'est tout simplement ce qui se situe en général au niveau du M. Quand vous regardez, et ça n'est pas nouveau, si vous regardez traditionnellement dans l'université française, un grand nombre de DESS, historiquement, fonctionne très, très, très bien, tout simplement là aussi parce que ces DESS sont le fruit en général d'un travail très important d'une équipe enseignante pour procéder à un encadrement des étudiants. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de constater que, y compris l'université française, contrairement à ce que d'aucuns parfois peuvent dire, eh bien, elle comporte des pépites et elle comporte d'ailleurs des choses extrêmement intéressantes. Et je pense que ce qu'il est important de faire, et c'est peut-être là où on peut faire un parallèle avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, dans un certain nombre de cas, la France a des savoir-faire, mais elle ne le fait pas toujours suffisamment savoir. Voilà, donc le débat, premier cycle difficile, mais ensuite ça s'arrange. Monsieur Della Paolera, pouvez-vous nous dire un peu comment le système américain, en quoi il est très différent? Je crois que les premières années de fac aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les premières années de fac en France. Bon, je voudrais dire deux choses. Premièrement, moi je pense que ce qui est paradoxal en France, c'est que vous trouvez de très bons chercheurs et une matière grise exceptionnelle, mais en même temps, il n'y a pas de force institutionnelle dans les universités. C'est-à-dire, c'est la chose paradoxale. Il y a de très bons chercheurs qui, pas simplement, ils font leurs activités en France, mais ils vont ailleurs. Et il y a un problème de force institutionnelle qu'on va peut-être aborder après. C'est-à-dire que la grande différence, je pense, entre surtout les universités américaines, disons, d'élite, c'est que l'enseignement et la recherche, elles sont liées, alors qu'en France, vous avez un divorce entre l'enseignement et la recherche. Donc, vous avez une perte de puissance institutionnelle qui est phénoménale. Donc, ça, c'est le premier point que je pense qu'il faut aborder, parce que ça a à voir beaucoup avec, disons, la qualité, disons, du travail des enseignants, des chercheurs. Est-ce que vous avez, disons, un marché liquide pour, disons, les chercheurs en France? Est-ce que vous avez aussi une flexibilité du point de vue du financement, etc. Du point de vue méthodologique, c'est vrai, c'est-à-dire, moi je pense que le système universitaire français, il se dérive, disons, plutôt de la méthodologie d'enseignement primaire et secondaire, qui est plus formaliste, disons, qui est plus structurée, et qui est plus intellectualiste, disons, et théorique, plus théorique, disons. Alors que moi je pense que le système anglo-saxon, il est plus empirique, plus empiriciste. Dans l'expériment, c'est une chose qui est très importante. Et alors, disons, vous commencez à vous spécialiser un peu plus tard. C'est-à-dire, vous commencez, le jeune de 17-18 ans,
ils commencent encore à s'épanouir sur la curiosité sur de diverses disciplines. Et c'est après, disons, dans le deuxième stage, après la licence ou le bachelor, que dans le master, vous commencez à vous spécialiser. Et après, dans le PhD ou doctorat, vous êtes vraiment spécialisé. Et donc, cette symbiose entre cette créativité ou cette liberté que vous avez de chercher comme individu, disons, cette curiosité, et permet d'avoir une symbiose, de créer vraiment des domaines nouveaux. C'est-à-dire vous faites pas partie d'une chapelle. Moi, je pense qu'en France, d'ailleurs comme en Europe continentale, il y a des chapelles. Et alors, par exemple, vous faites partie d'une chapelle et alors c'est très difficile de sortir de ce molde. Et donc, il y a une différence phénoménale du point de vue de la création scientifique et aussi du point de vue de la méthodologie pédagogique. Non ? Voilà un point de vue vraiment intéressant. Alors, je vais peut-être vous passer la parole. Qui pose la première question ? Allez-y. Eh bien, nous, ce qu'on a remarqué, nous sommes étudiants. Voilà, nous sommes étudiants en grandes écoles. Donc, moi, je suis à l'école des mines de Paris. Donc, nous avons la chance d'avoir des programmes d'échange avec les universités américaines, notamment le MIT ou Caltech. Et certains de nos étudiants qui sont partis dans ces universités prestigieuses nous ont clairement fait remarquer que là-haut, le point le plus important, c'est que vraiment, ce sont des grands campus avec lesquels on peut avoir des échanges avec des étudiants dans des domaines très différents. Or, nous, en France, taille importante, mais un système de grandes écoles assez fermé, avec des petites promotions qui n'ont pas réellement d'échange entre eux. Donc, ma question serait... peut-on envisager la création de grandes universités européennes ou françaises afin de multiplier les échanges entre les étudiants et d'autre part d'avoir une plus grande envergure au niveau international ? Monsieur Hetzel, là-dessus ? Oui, là-dessus, la réponse qu'on peut apporter, c'est qu'il y a un processus qui est en cours actuellement et qui d'ailleurs est un peu le fruit c'est l'après-coup de ce qui a été dit autour du classement de Shanghai. Je crois que la France a commencé à réagir et il y a actuellement un processus assez important qui est en cours de constitution donc, de ce que l'on appelle des presses. Alors en fait, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Et là, évidemment, nous allons assister. D'ailleurs, nous évoquions le sujet juste avant d'arriver avec les différents intervenants. Il y a des villes qui sont en train de réfléchir à la possibilité de constituer des choses importantes, à mon sens. Mais une ville, par exemple, universitaire comme Strasbourg, est dans un processus assez engagé pour faire en sorte que dans les années à venir, nous ayons d'ailleurs non plus 3 universités, mais probablement une université, ce qui permettra d'ailleurs de mieux recenser les prix Nobel, puisque évidemment l'activité de recherche, puisqu'elle existe au CNRS dans certains cas, eh bien, elle sera là aussi regroupée avec le pôle universitaire. Donc il y a en France des choses qui sont en cours, mais c'est vrai que cela nécessite évidemment beaucoup d'énergie pour y arriver, tout simplement parce que nous héritons de 2 choses. Comme vous l'indiquez fort justement, nous avons un système avec des grandes écoles d'une part et puis l'université d'autre part. Ça, c'est notre histoire. Et puis une histoire plus récente, c'est évidemment la séparation entre les universités en raison de la loi Edgar Faure, donc après mai 68. Donc ces 2 phénomènes, évidemment, font que eh bien, nous avons un héritage et cet héritage, aujourd'hui, on va sans doute être amené à le retravailler différemment pour à nouveau constituer des pôles. Mais ça demande du temps parce que, évidemment, ça n'est pas simple organisationnellement, etc. Mais là aussi, les grandes écoles sont dans ce processus de rapprochement avec les universités et vice-versa. D'ailleurs, je me permets de dire qu'en France, une grande école sur 2, en fait, fait déjà partie de l'université. Si vous prenez, par exemple, l'INSA à Lyon, en fait, elle fait partie de l'université. Si je prends le cas de mon académie, par exemple, l'École nationale supérieure des ingénieurs Limoges fait partie de l'université, tout comme celle de céramique industrielle. Et on voit comment la mondialisation nous oblige à nous repenser. Emmanuel, tu voulais ajouter ? Oui, simplement dire, on n'a pas encore beaucoup parlé du LMD,
qui est cette réforme qui a été initiée dès 1998 dans ses murs d'ailleurs, entre autres par Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'époque. La réforme du LMD, je réponds à votre question, mais je repars de là. La réforme du LMD part d'une lettre de mission qui est faite par Claude Allègre à Jacques Attali, qui crée une commission, et c'est cette commission qui va faire un rapport, comme le recteur Hetzel s'apprête à en rendre un, qui propose ce qu'on appelle à l'époque le 3-5-8, c'est-à-dire l'idée de la réorganisation. L'idée, c'est qu'il faut que les universités européennes communiquent à 3 étages, bac plus 3, plus 5, plus 8. Ensuite, on l'a rebaptisé du nom des grades concernés, à savoir licence, master et doctorat. Mais quand vous lisez la lettre de mission qui est adressée par Claude Allègre à Jacques Attali, dans cette lettre de mission, vous n'avez pas le mot Europe. Ce n'est pas écrit. Et le titre de la mission n'a rien à voir avec construire l'université ou une université européenne ou offrir une réponse à l'échelle européenne. Non, il s'agit d'organiser le rapprochement entre les grandes écoles et les universités en France. Et donc la commission se réunit, il y a un tas de gens autour d'Attali, comme, je ne sais plus, Francis Maire, enfin bon, c'est à la fois des entrepreneurs, des chercheurs, des scientifiques, des gens de terrain, et ils se disent, voilà, la bonne échelle va être l'échelle européenne. Et évidemment, derrière, il y a absolument ce que décrit le recteur Hetzel, c'est-à-dire il y a l'idée que l'université ne peut pas durablement et ne pourra pas survivre si à la fois on la prive de la formation des élites, ce qui est le cas en France depuis la Révolution, et si on la prive de la production de la recherche, ou en tout cas, si on la prive d'être identifiée comme produisant de la recherche. Parce que vous avez tout un débat autour de ce fameux classement de Shanghai, donc établi par des chercheurs qui classent tous les ans, ça tombe en juillet, ça fait frémir les présidents d'université, les 500 meilleures universités du monde. Bon. Et donc un des critères importants, mais vous avez le même pour les classements de grandes écoles. Vous le savez, si vous êtes à l'école des mines, les écoles de commerce ou d'ingénieurs, quand elles sont évaluées, notamment pour les MBA, les publications scientifiques sont une partie importante des critères de classement. Alors vous avez une partie du débat qui disent ben oui, mais les universitaires, ils ne sont pas fiers de leur université. Alors ils signent CNRS, ils signent, etc. Ils oublient de mettre qu'ils sont rattachés à telle ou telle université. Et s'ils y pensaient, merveilleux, on remonterait dans Shanghai. Bon, ce serait un pur effet d'optique. Mais tout ça pour dire que le projet du LMD n'est pas autre. Voilà. Alors l'inquiétude et la question qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de cas, on est en train de mener cette réforme à minima, c'est-à-dire en réagençant de l'existant. Nous, dans le livre, c'est vrai qu'on se réjouit de ce type de rapprochement. Il y en a à Paris, d'ailleurs, entre des grandes écoles et des universités. Il y en a à Lyon. Ce sont des choses qui existent. Je ne sais pas comment ça se passe à Limoges, je le concède. Mais parfois, ce sont des rapprochements de papier. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois que vous avez dit que telle grande école a passé un accord avec telle université, que les étudiants et les enseignants-chercheurs circulent de l'une à l'autre, qu'il y a des passerelles, qu'il y a de la porosité, qu'il y a de la fécondation, et que tout ça s'enrichit. Le vrai enjeu est là. Je veux dire, l'enjeu n'est pas un enjeu administratif, c'est un enjeu humain, et c'est un enjeu de circulation des personnes et des idées. Oui. Une question, dans la salle, peut-être une question déjà. Il y a un seul micro, je ne sais pas, non, personne n'a levé la main. Donc, bon, alors on va reprendre. Si, vous n'avez pas vu là-bas, pardon. Alors, s'il y a un seul micro, mais je crois que vous pouvez parler, on va vous entendre. Ma question est celle justement, par rapport aux constructions papier interuniversitaires. Est-ce qu'on peut comparer la qualité de la signature d'un président d'université américaine avec la qualité de la signature d'un président d'université française? Quand je dis qualité de la signature, ça pose tout le problème de comment se consolide, comment se construit et comment est plus ou moins fort le pouvoir du dirigeant, de celui qui représente ou qui dirige. Vous voulez répondre Ça veut dire le pouvoir qu'a vraiment réellement un président d'université en France, qu'il nommé pour une période courte, élu pour une période courte, qui peut changer souvent, qui a un secrétaire qui vient lui-même de l'État. Enfin, il y a des grosses différences avec la fac à l'américaine, non ? Non. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que je crois qu'il ne faut pas considérer les universités françaises comme étant forcément homogènes en la matière. Et vous me direz, souvent je reviens à cette chère université Louis Pasteur à Strasbourg. Si vous regardez un petit peu les présidents d'universités qui se sont succédés, leur légitimité scientifique était telle qu'à mon sens, un président de Strasbourg 1 qui engageait son université, le poids était au moins similaire à celui d'un président d'université américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est aussi après une question de légitimité
de l'individu lui-même. Mais bien entendu, je pense qu'en creux, ce qu'il faut lire dans votre question, c'est la question strictement juridique. Et bon, celle-ci, évidemment, on pourrait en débattre longtemps parce que l'on constate des différences importantes selon les universités concernées. Moi, je pense que la question elle est intéressante, mais le rôle du président d'université américaine est vraiment très différent du rôle d'un président d'université française, parce que vraiment les universités américaines, elles font la concurrence entre elles. C'est-à-dire, donc, le rôle d'un président d'université américaine, en général, dans une bonne université, il doit être aussi un scholar, c'est un chercheur ou une personne qui a une légitimité académique importante, mais en même temps, il doit saisir les réalités économiques et financières et de concurrence entre ces universités. Alors que le système plutôt étatique qui a eu, disons, ici vous choisissez plutôt un recteur par son, disons, élan scientifique, parfois c'est plutôt politique, mais en général c'est par son élan, disons, scientifique. Ce président, vraiment, il négocie un budget avec le gouvernement, mais il n'y a pas la logique est complètement différente. Disons, le président de l'université américaine doit être aujourd'hui un entrepreneur, vraiment. C'est-à-dire pourquoi? Pour chercher vraiment embaucher les futurs prix Nobel, pour avoir des fonds de la National Science Foundation. Donc c'est une personne qui doit avoir une dynamique et une personnalité qui est extramuros, c'est-à-dire il ne doit pas rester assis sur son bureau et recevoir des honneurs parce qu'il a été un grand académique, mais au contraire, il a une responsabilité et nous aussi, nous sommes refoulés de notre poste si on ne fait pas le boulot, disons. Donc, c'est pas disons, il y a une différence vraiment dans la logique très différente. Par rapport au prix Nobel, pourquoi les Américains ont beaucoup plus de prix Nobel? Je veux dire une chose importante, que la recherche soit concentrée aux États-Unis, ça ne veut pas dire que ce sont les Américains qui font seulement la recherche. Les Américains ont une stratégie très intelligente d'assimiler le capital humain du monde et les assimiler dans ces institutions. Et donc, à travers l'externalité de ces centres de recherche, ils produisent ces prix Nobel. Le prix Nobel est un produit de la concurrence entre les institutions. Vous n'allez pas produire des prix Nobel parce que vous allez faire une loi qui va réunir une grande université, une méga université en Europe. Ça, c'est pas, vous devez avoir un système dynamique d'incentives dans lequel vous devez vous demander des choses un peu plus simples. Pourquoi les chercheurs français partent, par exemple? Bon, parce qu'il y a des questions de salaire, il y a des questions de facilité, disons, non, il y a des laboratoires, il y a tout un futur. Vous ne devez pas attendre que votre maître soit mort, disons, pour devenir professeur plein avec une chaire. Non, aux États-Unis, lorsque vous êtes jeune, vous avez votre premier salaire d'un assistant professor, c'est $140,000 parce qu'il y a la concurrence. Alors qu'ici, lorsque vous venez avec un PhD, on vous dit oui, vous pouvez venir ici, mais c'est 572 € par mois et vous êtes auxiliaire de troisième. Non? Et donc, moi, je pense que lorsqu'on voit toutes ces lois, ce sont tous des lois intéressantes macro, mais sont totalement périphériques au problème central. Ça, c'est disons, un peu ma vision. Non? Merci. Madame, alors, vous pouvez parler, à mon avis. Hein. Je suis étudiante en lettres à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Donc, on est en plein dans la réforme LMD, là, en ce moment. Et je voudrais vraiment vous répondre. Vous avez parlé de l'enjeu du LMD qui était un enjeu humain et de circulation de personnes et des idées. Je vais vous assurer que c'est une sacrée pagaille. Alors, il y a un surcroît. On se retrouve avec 4 cours magistraux en plus, avec 5 séminaires, attendez, avec des soutenances qu'on ne peut plus avoir en septembre, mais on est obligé de rendre tous les mémoires début juin. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la qualité de la recherche qui va complètement pâtir? C'est un joyeux, c'est une pagaille inouïe. Les professeurs arrivent à mi-septembre, ils n'ont même pas les bibliographies, et nous, on se demande comment on va pouvoir faire pour rendre, je terminerai là-dessus, nos 3 premiers séminaires, on doit rendre 3 mini-mémoires avant Noël, et maintenant les partiels ont lieu avant Noël. Ça, c'est lié au LMD, à votre avis? Oui, mais c'est la réforme LMD, justement. Je suis en master de lettres modernes, Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et c'est le LMD qui a fait ça. Si. Pourquoi le LMD a fait ça? Alors ça, je pose la question. Oui, je voudrais vraiment le savoir, parce que la qualité de la recherche va en pâtir. Toi, t'es là. Alors, je sais pas, Emmanuel, tu...
Et pourquoi qu'un professeur arrive sans sa bibliographie à la rentrée, pardonnez-moi, le LMD n'y est pour rien. Si, mais si, parce que maintenant la réforme est à une mi-septembre. bibliographie, ça se prépare avant. Peut-être, mais bon. C'est vrai qu'il y a un problème. Le jeu est lié au LMD. Vous savez, c'est très dur de parler des universités, et le recteur Hetzel a bien raison. Si cette université, enfin je ne sais même pas, bachelor, dans quelle université on est, parce que vous savez, la Sorbonne, c'est 5 ou 6 établissements. Hein. C'est Paris 1, 3, 4, 5, le rectorat, et je ne sais plus quoi. Donc, et l'école pratique d'autres études, c'est ça? Voilà. Donc je ne sais même pas où on est là, à part qu'on est à la Sorbonne. Bien, si Paris 4 Sorbonne signe, il y a 1 an, un accord avec Abu Dhabi pour créer une Sorbonne dans le désert, à Abu Dhabi, où on va aller faire de l'histoire de l'art, de la littérature, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'un président de Paris 4 Sorbonne, à un moment donné, attrape au vol l'idée qui lui est soumise par l'émir local et qui dit moi j'en ai marre et que les Américains qui viennent au Moyen-Orient, apportez-nous de la culture européenne, apportez-nous de la culture française. Il dit comment on fait? Il dit nous on finance tout, mais il faut que vous vous bougiez un petit peu. Il se bouge, il le fait. Bien. Si ça répond un peu à la question de monsieur tout à l'heure d'ailleurs. Si vous n'avez pas ce président à cet instant-là, cette chose-là ne se passe pas. Bien. Le génie et le vice du LMD, c'est d'avoir été confié aux universités. Bon. C'est-à-dire que le génie d'Allègre, quand il lance le LMD, c'est de ne pas essayer de faire la réforme verticale qui tombe et où la rue de Grenelle, le ministère décide de tout pour des situations aussi différentes que celle de Paris 3 ou que celle de Limoges, que celle d'une université de lettres ou que celle d'une université de sciences, etc., etc. La contrepartie terrible du LMD, c'est qu'effectivement, les établissements, les universités l'ont plus ou moins géré. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que Paris 3 l'a extrêmement mal géré. Ce qui malheureusement confirme un des chapitres qu'on a mis dans le livre et qui est une des idées reçues étant que la France est prête à relever ce défi et que le LMD fonctionne bien. Et la réponse, effectivement, est oui dans certains endroits et tragiquement non dans d'autres endroits. Voilà. Je crois même que le LMD a enlevé un nombre d'étudiants qui partaient avec Erasmus en Europe. Le nombre a diminué à cause du LMD, donc c'est pas encore au point. Mais il faut bien dire que c'est pas le LMD qui est en cause, c'est la conduite du changement. Je veux dire, il ne faut pas se tromper de cible. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites c'est parce qu'il y a le LMD qu'un enseignant n'apporte pas sa bibliographie, je suis désolé, non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah oui, mais là il faut. Alors, je vais vous repasser la parole parce que vous avez parlé qu'une seule fois. Bonjour, donc je suis à l'école des mines moi aussi. J'avais une question, moi, d'actualité, si on peut dire, puisque c'est un thème de campagne de certains responsables politiques, enfin, surtout de l'un d'entre eux qui a fait de l'indépendance, de l'autonomie des universités son cheval de bataille. Est-ce que vous pensez à ce sujet qu'une plus grande indépendance des universités françaises serait un atout pour augmenter leur efficacité? Et est-ce qu'il faudrait développer, comme vous disiez que c'était le cas aux États-Unis, un esprit de concurrence entre ces universités qui seraient plus indépendantes? Alors, Monsieur Hetzel, dans votre rapport, y a-t-il ça? Je ne vais pas évoquer le rapport, je vous l'avais dit. Bon. Mais simplement, si vous reprenez les textes, hein, la loi de 84 qui régit les universités aujourd'hui, vous apercevez que, en fait, l'autonomie, contrairement à ce que l'on dit, elle existe. Hein, et on ne peut pas. Je crois que, en fait, il faut là aussi être extrêmement précis. Quant à savoir ce que l'on entend par autonomie. Parce que très souvent, c'est vrai, on entend ce terme, il est d'ailleurs extrêmement galvaudé. Je crois qu'il faut être il faut regarder ce que l'on cherche véritablement à dire par là. Encore une fois, l'autonomie en tant que telle, elle n'a de sens que si on la resitue aussi dans une perspective de responsabilisation. Et en fait, l'autonomie, il faut peut-être la mettre en parallèle avec des procédures d'évaluation. Et c'est vrai que là, le parallèle que je me permets, c'est que notre culture française, pendant très longtemps, et d'ailleurs la mise en place du LMD, c'est également cela, nous avons une tradition de l'évaluation a priori, et nous oublions de faire une évaluation a posteriori, c'est-à-dire qu'on donne des moyens sur un projet, et donc l'université développe un certain nombre de choses. Après, il y a un conseil national d'évaluation qui rend un rapport, et dans un certain nombre de cas, ce rapport reste sans suite.
Et en fait, d'ailleurs, vous pouvez regarder, c'est très intéressant puisque ces rapports sont en ligne, vous pouvez les télécharger, les universitaires peuvent les télécharger. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la manière dont les universités exerçaient d'une certaine manière leur autonomie et le nombre de téléchargements des rapports du Conseil national de l'évaluation. En d'autres termes, les universités qui, à un moment donné, prennent ça très au sérieux et s'approprient ce contenu et le font leur en disant « nous allons nous appuyer là-dessus pour faire évoluer notre système », eh bien là, ça porte ses fruits. Et encore une fois, dans le système français, tout ce que les universités reçoivent de l'État, elles le reçoivent de la nation. Donc, je crois qu'il est important que l'on replace ça systématiquement dans le cadre aussi de la responsabilisation et de l'évaluation des procédures. Donc, autonomie à mettre en parallèle avec évaluation, à mon sens. Mais il y a peut-être d'autres points de vue autour de la table à ce sujet. Alors, une question là-haut. Bon, allez-y. C'est la question qui tue, ça. Alors, en tout cas, on peut dire, aujourd'hui, les candidats en parlent. Alors qu'il y a 5 ans, franchement, on n'en parlait pas. Donc, non, monsieur Hetzel, Emmanuel, toi qui le connais, allez. Non, mais pas faire le porte-parole. Vous avez une convention consacrée à l'enseignement supérieur de l'UMP il y a quoi, 15 jours, hein, à peu près, hein, voilà. Qui a fait un certain nombre de propositions. Je vous avoue que je ne les ai pas apprises par cœur, mais effectivement, du côté de l'autonomie. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est une affaire de curseur. Quand vous posiez la question des financements privés aussi, hein, si je me souviens bien. D'ailleurs, je ne sais pas très bien si quand vous dites financement privé, vous pensez entreprise ou financement par les personnes privées. Ça peut être les deux. Bon. Mais tout ça, c'est une question de curseur, parce que c'est comme l'autonomie, ça existe déjà. Voilà. Donc jusqu'à quel point, c'est à quel endroit on met le curseur. Oui, excusez-moi. Je voulais revenir sur l'intervention tout à l'heure de la demoiselle par rapport à l'organisation du LMD et à la réponse qui lui a été donnée. Est-ce que c'est davantage un problème de moyens ou alors de management de l'université ? Parce que quand on voit qu'il y a quelques jours, la conférence de rentrée de Paris 6, qui est l'université qui arrive première dans les classements internationaux parmi les établissements français, qui était organisée sous une tente parce qu'ils n'ont plus, avec les problèmes d'amiante de salles pour faire leur conférence de presse, ça pose quand même problème. Qui veut répondre là-dessus? Ça dépend de l'attente. Bon, je ne voudrais pas te le... Emmanuel, tu veux... Mais non, mais... Bon. On raconte une anecdote dans le bouquin, donc je vais vous la raconter aussi. C'est une anecdote d'un professeur d'université qui est candidat à la présidence de son université. Bien. On l'a appelé François Martin, il ne s'appelle pas François Martin. Hein. Et donc il fait la tournée des popotes pour se faire élire. Bon, donc il va voir les syndicats étudiants, les syndicats, etc., etc. Et à un moment donné, il n'y a plus qu'une personne à voir, et c'est le patron. Alors je vais citer le syndicat, hein, mais bon, qui est le patron de la CGT locale. Et c'est le concierge d'un des instituts, parce que c'est une université parisienne, on va commencer à donner des pistes. C'est le patron, c'est le concierge d'un des instituts, parce qu'il y a beaucoup d'implantations. Et donc, alors tout ça est logique, parce qu'on est élu par un conseil d'administration, c'est le paritarisme, il y a de tout. Bon. Et donc là, notre universitaire arrive plein de fougue, plein d'ambition, plein d'envie de faire progresser la recherche, les échanges internationaux, le savoir, la prise en charge des étudiants, le tutorat, l'égalité sociale, le machin, le truc. Non. Les questions qui lui sont posées sont des questions, est-ce que vous allez bien préserver les acquis des personnels administratifs et ouvriers de cette université? Bon. Ce qui n'est pas en soi critiquable, une seconde. Hein. La question est de savoir, est-ce qu'il est normal? Donc il a expliqué que non, pas forcément, que si ce n'était pas dans l'intérêt de l'université, il ne le ferait pas, il n'a pas été élu, hein, inutile de vous dire. Bien. Est-ce qu'il est normal qu'une des plus grandes universités parisiennes, une des plus grandes universités françaises, que la nomination, la désignation, l'élection du président d'université dépendent aussi de ce genre de choses. Allez pas vous étonner après qu'un certain nombre d'universités ne soient pas forcément gérées de la façon la plus pertinente qui soit. Un président d'université, une fois de plus, il y a tout. Voilà. À Toulouse, il y avait un président qui a fait de l'université toulousain, enfin plusieurs présidents d'ailleurs, parce qu'ensuite il y a des enchaînements vertueux, une des meilleures universités européennes, voire mondiales, en termes de recherche dans le domaine de l'économie. Donc vous avez des cercles vertueux, puis vous avez aussi des cercles vicieux, et puis vous avez aussi des opérations de communication, et Paris 6 sait très très bien faire.
depuis Donc assez longtemps. c'est davantage ce problème-là plutôt qu'un problème de moyens. Ou alors il y a non, c'est aussi un problème de moyens. Les universités sont sous-financées depuis 30 ans dans ce pays. On a surinvesti dans l'enseignement secondaire et sous-investi dans l'université. Et à l'intérieur de l'enseignement supérieur, on surinvestit dans les classes préparatoires aux grandes écoles et on sous-investit dans les universités. Voilà. C'est malheureusement une des raisons pour lesquelles on n'échappera pas à la question des financements privés. C'est que même si l'État augmentait considérablement le financement de l'université, la pression fiscale deviendrait telle qu'on ne pourrait pas. Donc à un moment donné, il faudra bien chercher l'argent ailleurs. Et où est-ce qu'on va aller le chercher ? Effectivement, dans la poche des entreprises, et ça se fait déjà à travers des chaires d'entreprise, il y en a des centaines en France, et pourquoi pas également dans la poche des étudiants, ou du moins des familles des étudiants. Vous avez un établissement qui a un statut très particulier, qui est Sciences Po, qui l'a fait, qui a mis en place un dispositif. Auparavant, soit vous payez 0 € ou vous payez 1 000 €. Voilà. Maintenant, c'est échelonné entre 0 et 5 000 en fonction de votre situation et de la situation de vos parents. Et entre guillemets, en échange de ça, au moment où ils ont fait cette réforme, ils ont promis de doubler, d'augmenter de 50%. Je crois que c'est 50%. Ils abondaient de 50% les bourses délivrées par le CNUS et autres que recevaient les étudiants. Ce qui n'est pas rien, 50%. Ce n'est pas une petite prime, on vous aide vraiment. Voilà. Alors, monsieur, vous vouliez réagir sur la concurrence ? Non. Moi, je pense que par rapport à la concurrence, je voudrais réagir, dire que un peu le système de l'université française, elle réplique un peu la stratification de la société française. Non, c'est une société un peu qui ressemble au Japon. Je vais m'expliquer un peu, non, disons. Et c'est-à-dire, elle est très paradoxale. L'université française, elle est très élitiste pour choisir les étudiants. Vous avez le système Ravel, donc les bons étudiants. Non, s'ils ont un bon bac, vous allez sur les prépas. Les grandes écoles prennent les bons étudiants. Ces bons étudiants vont devenir les élites, disons, de la société. Vous avez tout le secteur massif des universités où ça va être, ces étudiants vont avoir d'autres chances dans leur vie. Donc c'est un autre stratum. Mais ce qui est aussi intéressant, et donc vous avez un système japonais où vous cassez pendant la période des prépas. Hein. Après, vous êtes un élu dans la voie royale, la fameuse voie royale. C'est la même chose au Japon. Alors qu'aux États-Unis, c'est à l'envers. Vous n'avez pas de voie royale réelle. C'est-à-dire, vous avez un collège que peut-être c'est un peu une éducation où il y a plus d'empathie et c'est plus ouvert. Mais après, vous vous cassez pendant le master, le PhD. Et donc, c'est une université, c'est-à-dire, c'est une société plus démocratique dans ce sens-là. C'est une société plus démocratique qui reflète aussi l'université. Et en plus, du point de vue du système de la fonction de production, l'université ici, vous êtes totalement égalitariste. Donc, ceux qui souffrent là, ce sont les professeurs et les chercheurs, non ? Qui gagnent la même chose, il y a la grille salariale, donc ils doivent partir. Donc, c'est un système qui reflète vraiment un stratum, un problème de la stratification sociale française. Et donc, moi, je pense que le changement de l'université en Europe continentale, la concurrence vous permet vraiment de mobiliser, faire une mobilité sociale à travers, disons, ces études, que je pense n'est pas évidente dans ce moment-là en Europe continentale. Non ? Merci. Alors, monsieur, oui. Oui, bonjour. Je suis moi-même étudiant en master à Sciences Po Ex. Donc j'avais une question qui est un peu dans la continuité de ce que disait M. de la Paolera, quand il précisait qu'en France, il y avait un divorce entre l'enseignement et la recherche, ce qui d'ailleurs se retrouve un peu dans vos propos, puisque vous distinguez bien enseignement et recherche. Donc moi, ma question porte sur la recherche, puisque je vais devoir faire un choix à la fin de l'année, à savoir si je peux faire une thèse ou pas. Et beaucoup d'amis à moi sont dans la même situation. Et finalement, on se rend compte que faire une thèse, ça reste réservé à une élite qui peut se la financer tout seul, et qui peut donc avoir une activité salariée à côté. Donc ça reporte la réalisation de la thèse, non pas à 3 ans, mais souvent à 5, 6, 7 ou 8 ans, pour pouvoir justement s'offrir le luxe d'avoir une réflexion en recherche à ce niveau-là. Donc moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce que finalement, quelles sont les solutions finalement pour pouvoir redonner envie de faire la recherche et que la recherche finalement ne soit plus réservée à cette élite qui peut se financer sa thèse, alors que finalement nombreux sont celles et ceux qui auraient envie d'aller dans le sens suivant, c'est-à-dire pouvoir servir son pays ou servir son université en ayant des activités de recherche qui ne sont plus intéressées mais qui restent quand même intéressantes tout simplement pour pouvoir satisfaire à certains besoins matériels. Okay. Partez aux États-Unis.
Il a dit partez aux États-Unis. Bon. J'ai déjà réfléchi à la solution entre le Canada et les États-Unis, mais pour pouvoir rester en France... Bon, Monsieur Hetzel, moi je ne vais pas forcément dire la même chose, évidemment, vous en doutez. Ne serait-ce que parce que quand vous regardez les chiffres, je suis un petit peu étonné que vous disiez qu'il est difficile de financer une thèse. D'abord, le nombre d'allocations de recherche, enfin, je n'ai pas le chiffre exact en tête chaque année, bon, elles existent. Alors, c'est vrai que dans certains domaines, elles sont rares. Mais encore une fois, les allocations de recherche, elles sont calibrées aussi par rapport à des débouchés potentiels dans l'enseignement et la recherche. Bien. Ensuite, vous avez aussi les contrats CIFRE qui existent dans un certain nombre de domaines. Il ne faut pas les négliger. Et puis ensuite, vous avez, alors évidemment, dans le domaine des sciences politiques, ça n'est pas le cas, mais si vous allez, entre guillemets, dans le domaine des sciences dures, vous vous apercevez, par exemple, là aussi, j'ai un laboratoire de recherche en tête à Limoges qui est dans le domaine des sciences. Sur 140 thésards dans le labo, 70 sont financés par des contrats industriels, hein, donc 1 sur 2. Et si vous allez sur Aix-Marseille, il y a des endroits où les laboratoires sont exactement dans cette configuration-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire, là aussi, de manière générale, qu'il y a un problème pour obtenir un certain nombre de jeunes qui poursuivent en thèse, même si, par contre, si vous prenez les données européennes, je compare avec l'Allemagne, la France sort tous les ans 10 000 docteurs, là où l'Allemagne en sort tous les ans 20 000. Mais, encore une fois, ce phénomène est très largement lié aussi au fait que nous avons en France les grandes écoles et qu'une partie de notre élite passe par les grandes écoles et non pas, comme cela est le cas en Allemagne, uniquement et seulement par le système universitaire. Quelqu'un qui veut effectivement devenir dirigeant d'entreprise, il doit être en Allemagne titulaire d'un doctorat, ce qui en France n'est pas encore le cas. Mais il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Je pense notamment à une association qui vient aussi en appui pour le développement de l'insertion professionnelle des doctorants, comme l'association Bernard Grégory. Bon, tout n'est pas rose, mais encore une fois, dire que les jeunes, après leur master, ne peuvent pas poursuivre en thèse est un peu extrême comme position, à mon sens. Mais vous avez des domaines qui sont sinistrés. Oui, il y a des domaines sinistrés. qui sont, oui. Il y a des situations qui sont intolérables. Quand vous avez 100 demandes de poste pour une place, avec le localisme, etc. Enfin, je sais pas, apparemment, il y a des... Alors, je suis pas d'accord. La situation qui est faite aux jeunes chercheurs est assez scandaleuse. Alors quand on voit quand même qu'on a, donc quand vous me dites qu'on n'est pas si... en ce qui concerne les secteurs, les départements sinistrés, on peut quand même dire que les sciences humaines et la science politique, notamment, peut-être essentiellement, sont quand même les plus sinistrés. Quand on voit que dans un département, on a à peu près, on va dire, sur 25 personnes qui vont dans les filières Master 2 de recherche, c'est qu'a priori, ils ont quand même fait le choix, en s'inscrivant en Master 2, d'aller vers la recherche. À 25 personnes, on propose une allocation et une année sur 2. Oui, et sinon, je donne un seul exemple, mais il y en a encore plein d'autres, dans d'autres départements. Essentiellement, c'est vrai, les sciences humaines, mais c'est quand même une demi-allocation pour 50 personnes. Donc ça ne permet pas d'aller... Ça pourrait être marrant de proposer que les masters, qu'il n'y ait plus cette séparation entre les masters professionnels et les masters de recherche, d'ailleurs. C'est une question qui a été évoquée, notamment dans le bilan d'étape de... Je voulais juste savoir, en fait... non, mais je vais vous dire, bon, moi, personnellement, je suis doctorant à Paris 4, ici. J'ai eu un poste d'ATER, en fait, puisque je suis en dernière année de doctorat. Il y avait 150 personnes. Bon, j'ai été pris, je pourrais avoir les grosses chevilles, bien sûr, mais je vais dire, c'est 150 personnes pour un poste. Donc, mais je vous accuse pas du tout, parce que je pense qu'en fait... je pense qu'en fait, c'est le fait que vous posiez la question quelle université. Bon, on sait très bien la réponse. Je veux dire, l'université, c'est à l'américaine que vous voulez. C'est ça, en fait. Mais finalement, c'est peut-être une bonne solution. Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que cette société un peu 68ardisée, qui est en train de disparaître avec les baby-boomers, bien sûr les papy-boomers, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à changer cette université et même cette société entière, parce que c'est une société qui est dominée par ces 68 un système éducatif dans tous les pays du monde, c'est à la fois le miroir et la matrice d'une société. Bien. Quand on parle de l'université, du sort qui est fait aux chercheurs, vous mentionnez le fait que, par exemple, quand on a un doctorat en Allemagne, on peut devenir chef d'entreprise. Bien. Le problème, c'est qu'on a privé l'université
on l'a privé de tout ce qui peut faire la richesse de ce qu'est l'université et de ce qu'a été sa richesse. Et ça a 30 ou 40 ans. C'est cet espace-là qui est à reconquérir. Je veux dire, la situation qui est faite aux jeunes chercheurs aujourd'hui est aussi scandaleuse que la situation qui est faite à l'étudiant de premier cycle qui voulait aller faire un BTS après son bac techno, qui a été refusé. Et voilà. La question n'est absolument pas d'essayer de dupliquer l'université américaine en France. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Vous n'avez pas la même société. C'est pas le même fonctionnement. En France, aux États-Unis, quand l'échec, par exemple, le statut de l'échec, mais ça va jusqu'à dans la pédagogie. Hein. C'est pas seulement quand on dit vous avez raté la création de votre start-up, c'est pas grave. À la limite, la banque considérera que vous avez vécu une expérience et vous reprêtera de l'argent, alors qu'en France, on vous en prête pas. Ça va au-delà. C'est le statut de l'erreur, y compris quand on est à l'école, quand on travaille, quand on est à l'université. Donc, si vous voulez dupliquer, il est évident que ça fonctionnerait pas. Moi, je peux pas vous laisser dire qu'on voudrait une situation à l'américaine. En revanche, l'université, enfin du moins l'enseignement supérieur américain, a une vertu que n'a pas l'enseignement supérieur français, qui est celle de la cohérence. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est ça, en fait, que tout le monde veut savoir. C'est à lui que le Premier ministre a demandé, hein, c'est pas à nous. Merci, Emmanuel. Politiquement correct. Ok. Monsieur Della Paolera, vous pouvez réagir là-dessus aussi? Non, moi, je pense que vous avez totalement raison. Moi, je pense que la création de l'université américaine a précédé le rôle de l'État aux États-Unis. Ça a été un produit de la société civile. Non, c'est-à-dire, par exemple, les universités des États, par exemple, l'université californienne, elle est beaucoup plus jeune que l'université de Harvard, que c'était un produit de la société civile. Donc ça c'est très important de savoir. C'est-à-dire que du point de vue intellectuel, du point de vue du fonctionnement des universités, non, c'est la société civile qui a produit ces enjeux. Une autre chose qui est très importante aussi, de voir quelle est, disons, l'importance de l'université. Les universités étatales aux États-Unis, ce ne sont pas des universités fédérales, elles sont des États. Non, c'est l'université de Californie, elle est financée partiellement par l'État de Californie, pas par le gouvernement des États-Unis, disons. Donc, ça dépend vraiment des nécessités, des lieux, du support, disons, de la société civile. Et donc, moi, je pense que oui, que le problème, c'est même pas peut-être des 68. Moi, je pense que c'est encore une mentalité centraliste qui vient de Napoléon, peut-être, ou disons, où il y a l'État qui est très important. Et alors, c'est très difficile si on ne met pas le point, disons, sur la réforme exacte. Non? Et la deuxième chose, concernant le financement des thèses ou des masters, qu'est-ce que font les universités américaines, par exemple? Alors, dans les études du college, de l'undergraduate, vous avez des frais de scolarité. Ceux qui ne peuvent pas payer ne paient pas. Ceux qui paient, ils paient, disons. Avec ça, disons, donc, ils financent une partie du college. Ils ont des masters exécutifs et professionnels. Alors, l'université met une taxe, disons, sur ces masters pour faire une subvention des études en sciences humaines, scientifiques. Donc, c'est impossible d'avoir un étudiant de PhD en sciences humaines à Harvard ou Princeton ou Carnegie Mellon ou qui paie une tuition de $20,000. Ils sont complètement subventionnés par l'université. Alors que lorsque vous faites un MBA, vous payez les 30 000 balles, disons. Non? Donc, disons, la logique par laquelle... Et pour cette université, c'est très important d'avoir ces thésards, disons, avoir ces thèses-là. Avoir ces élèves, après, les professeurs mettent ces élèves sur le marché académique, disons. Donc, c'est une logique totalement différente. Le professeur, dans une université américaine, c'est un chercheur, c'est un mélange d'intellectuel et professionnel. Ce n'est pas un fonctionnaire. Ce n'est pas du tout un fonctionnaire. Donc, non, c'est un employé, disons, de l'université. Donc, c'est une logique vraiment phénoménalement différente. Donc, je suis complètement d'accord avec Emmanuel que ça va être très difficile de répliquer, disons, le modèle américain exactement en France, parce que c'est une société française, une société vraiment différente. Ouais. Je veux dire juste un tout petit mot. Il y a une chose, nous, qu'on propose, par exemple, qui est en filigrane de ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qui est, tant qu'il y aura cette divergence entre grandes écoles et universités,
qui structure tout le système éducatif français, nous, notre avis, c'est qu'on n'en sortira pas. Voilà, par exemple. C'est très simple. Et qui est quelque chose qui est hérité du système monarchique. Point. Voilà. Alors moi, je voudrais juste rappeler que on parle de Princeton, Yale, c'est comme si en France on parlait de HEC, Normal Sup et Sciences Po. Hein. Il y a aussi des facs américaines, avec plus d'étudiants certes, il y a aussi des facs américaines qui ne vont pas bien. Enfin, quand Bill Gates dit qu'il a honte du système universitaire américain, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui a Bac plus 4, équivalent d'un bachelor, ne parlent pas très très bien l'anglais encore. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle américain, d'excellence qui nous fait peur, parce qu'on en est loin, mais il n'y a pas un modèle américain total. Enfin, c'est mon point de vue. Monsieur ? Oui, je voudrais rebondir sur les réactions des personnes qui sont thésards ou universitaires en recherche et autres. Je crois qu'il y a on a une difficulté, c'est que nous, à l'extérieur, on perçoit l'université comme simplement un lieu d'enseignement, et que les enjeux, là, aujourd'hui, enfin, tous les propos sont sur les questions d'enseignement. Il y a eu des échanges à propos de la finalité professionnelle et de qu'est-ce qu'on fait avec nos diplômes qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a étudié. Et que je crois qu'il y a l'expression d'une véritable détresse de toutes ces personnes qui ont fait 10, 15 ans d'études via des thèses et autres, qui est de dire on nous a laissé nous embarquer avec passion. C'est vrai, on est passionné par ce que l'on a étudié. Enfin, monsieur, je pense que vous n'allez pas me démentir. Et on arrive en bout de parcours à proposer nos services, notre puissance intellectuelle, notre curiosité, notre liberté de penser, pour approfondir, pour avancer, pour faire avancer le Schwimblick. Or, l'État donne l'impression de s'en contrefiche complètement et de ne pas donner une lisibilité à toutes ces têtes pensantes, à toutes ces personnes d'une richesse incroyable, que vous soulignez tout à l'heure, monsieur, et les laisser au milieu d'un désert, avec comme seule perspective de s'entre-déchirer pour toucher un job après N années d'études, sous-payé, avec toute l'incertitude que ça constitue. Et donc là, je ne sais pas si dans les best practices que vous avez pu identifier, monsieur Hetzel, dans le cadre de votre rapport et de votre tour de France, est-ce qu'il y a cet aspect-là de dire, donnons une véritable orientation, ayons le courage de donner une véritable orientation au domaine de recherche de l'université, que tout ce qui concerne la transmission du savoir-faire, c'est-à-dire les gens qui vont avoir une finalité strictement professionnelle, soit parfaitement identifié de façon à ce qu'on ait une partition en termes de lisibilité de l'université entre ce qui reste du domaine professionnalisant et du domaine de la recherche et de l'enseignement, de façon à ce qu'à partir de là, chacun s'y retrouve, que les ressources soient correctement allouées, et que ceux qui veulent financer de la recherche financent de la recherche, ceux qui veulent financer et aider aux formations professionnalisantes le fassent, et que tous ces deux mondes fonctionnent aussi en parfaite harmonie. Cela, on sent outre de la colère, de la détresse par rapport à ça. Monsieur Hetzel, vous allez répondre. Oui, juste quelques éléments. C'est vrai que la question est évidemment complexe. Si vous regardez, vous prenez le cas de quelqu'un qui boucle une thèse. En fait, dans le système français, on s'aperçoit que on a évidemment poussé cette excellence, elle existe dans ce cas-là pour les doctorants, et très souvent on a oublié de faire percevoir à ce doctorant qu'il avait en réalité accumulé un certain nombre de compétences qui lui permettaient une employabilité qui n'était pas forcément exclusivement réservée à l'univers de l'enseignement et de la recherche, justement. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que évidemment en France, on a une tendance naturelle, moi-même en tant que recteur, je suis représentant de l'État, mais on a une tendance naturelle à tout attendre de l'État. Or, en réalité, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'une question comme celle-là, elle concerne toute notre jeunesse, et à partir de là, toutes les organisations devraient être partie prenante de cela. Ce qui est très révélateur, c'est qu'aujourd'hui, l'université française, elle peut être aussi le creuset, elle en a fait la preuve, elle est aussi le creuset d'une certaine diversité, et elle a en elle énormément de richesses. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que à mon sens, on ne l'utilise pas toujours suffisamment, cette richesse. D'ailleurs, comme si nous avions des mondes qui coexistent, comme si nous avions... et alors, toute l'idée, c'est qu'est-ce que l'on peut essayer de mettre en œuvre
pour faire en sorte que l'université, eh bien, elle se rapproche de la société dans son ensemble et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, la société française l'intègre comme telle. Mais c'est vrai que nous héritons, je le disais tout à l'heure, de au moins 2 siècles d'histoire où nous avons eu aussi beaucoup de défiance vis-à-vis de l'université. On l'avait un petit peu mise de côté, alors qu'aujourd'hui, elle comporte en son sein, si vous regardez la recherche, elle est majoritairement effectuée au sein de l'université. Donc ça, aujourd'hui, il faut le valoriser. Et en fait, c'est un élément qui est essentiel pour les années à venir, et aussi dans une optique internationale, puisque quelle université pour quelle société. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les processus de fertilisation croisée, ils sont plus le fait de l'étranger que ce que l'on voit, hélas, encore aujourd'hui en France. Mais à certains endroits, les laboratoires se rapprochent aussi. On commence à développer des incubateurs. Enfin bon, les processus sont en route. Mais c'est vrai que nous ne l'avons sans doute pas suffisamment fait par rapport à ce qui a pu se faire à l'étranger. Mais encore une fois, l'État ne pourra pas seul tout réaliser en la matière. À mon sens, c'est une illusion. Ça répond à votre question. Tout à fait. Je vais peut-être vous repasser la parole quand même, parce qu'il y a longtemps que... où ça, pardon? Bonjour. Allez-y. Alors bonjour, je suis Christian de Sciences Po, et alors on parle ici de responsabilité, et la question que je me posais, c'est par rapport à toutes les solutions que vous proposez pour justement un meilleur financement, une meilleure efficacité, puis une meilleure intégration des universitaires émoulus sur le marché du travail. Parmi celles-ci, il y a une question qui reste en suspens, c'est savoir, finalement, l'université, c'est aussi le lieu de ceux qui possèdent la connaissance, et il me semble que les universitaires, les enseignants et les étudiants aussi bien ont une responsabilité, un certain regard sur le monde et une certaine objectivité à garder. Donc comment on peut à la fois avoir cette objectivité, cette responsabilité morale de chercheur et de producteur de connaissances, et en même temps se mettre au service d'intérêts privés ou étatiques? Voilà, c'est ça la question. Comment on peut concilier tout ça? Quelle est la responsabilité du chercheur aujourd'hui? Qui veut répondre? Vous? Allez. Non, bon, moi, je pense que du point de vue disons, le professeur, il a deux responsabilités très claires. C'est transmettre les connaissances à l'étudiant. C'est-à-dire ça, c'est une responsabilité très très grande, parce que, disons, après l'étudiant va choisir et s'il va continuer dans le monde académique à continuer à proliférer cette connaissance, ou s'il va rentrer comme vous dites vous, soit dans le marché privé, soit dans le secteur de l'État, comme disons dans le marché du travail. Mais du point de vue de la recherche aussi, il y a une responsabilité sociale qui est évidente. Donc c'est pour ça que ce chercheur doit avoir des conditions, disons de travail et de financement qui soient adéquates, disons, et pour faire leur travail. D'une autre part, moi je pense aussi qu'il y a une responsabilité sociale et de la part des dirigeants de voir quelles sont les nécessités, disons, du point de vue professionnel de la société. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aussi avoir, disons, une embauche illimitée dans un domaine, disons, dans une discipline, et après vous allez avoir 80% des diplômés, disons, qui n'ont aucune chance d'embauche, disons, dans le marché de travail. Donc il y a besoin aussi d'une responsabilité sociale de donner des signes, disons, envers les étudiants, quelle va être la réalité, disons, future, et du point de vue professionnel. Je pense que parfois, ça c'est une chose qu'on ne fait pas souvent, disons, et donc ça c'est un problème très grand. Lorsqu'on dit, bon, il y a simplement 20% des doctorants qui peuvent trouver, c'est parce qu'au départ, il y a eu des fausses, disons, expectatives, disons, par rapport, disons, aux possibilités de déboucher. Donc ça c'est un problème que je pense qui est très important. D'autre part, moi je pense que l'université doit être beaucoup plus proche. C'est pas simplement des étudiants, vous allez voir 10% des étudiants qui vont choisir le chemin de continuer dans le monde académique. Puis il y avait 90% des étudiants qui vont rentrer. Donc il doit y avoir une liaison entre l'université et, disons, et le monde réel qui soit beaucoup plus proche. Non? Et c'est ça que je dis, c'est-à-dire, alors lorsque méthodologiquement l'université
est très, comme on dit en mathématiques, est très orthogonale à la réalité économique et sociale, vous avez les problèmes que vous avez, non, des possibilités d'avoir des taux de chômage des étudiants et des jeunes, parce qu'il y a une orthogonalité, disons, dans ce rapport. Dans le système américain, c'est un peu à cause de, comme ils sont plus empiricistes, comme j'ai dit, ils sont plus inductifs, il y a une liaison beaucoup, c'est un système capitaliste très dynamique, il y a une liaison beaucoup plus étroite entre le marché et les universités. C'est très étroit, disons, non? Et alors que je pense que dans le système de l'Europe continentale, il y a toujours comme un peu une hiérarchie, que l'intellectualisme était orthogonal aux nécessités, disons, après des étudiants dans leur vie. Donc ça, c'est un gap qu'il faut essayer, disons, de raccourcir. Vous voulez ajouter Oui, simplement, c'est vrai que pour répondre à cette question, je crois qu'il faut déjà faire la distinction entre les universités d'une part et les universitaires d'autre part. Les universités, elles ont des missions à remplir. Moi, j'en vois au moins 3. Il y a une mission de création de connaissances, il y a une mission de diffusion de connaissances, mais il y a aussi une mission d'insertion professionnelle. Ça, c'est ce qui concerne les universités. Après, il y a les universitaires eux-mêmes. Les universitaires, eux aussi, ont des droits et des obligations. Et donc, l'indépendance de l'universitaire et l'éthique, ça, ce sont des choses qui, évidemment, sont importantes, mais justement, pour les garantir, les procédures d'évaluation sont des procédures en général effectuées par des organisations indépendantes. Donc on a des comités de lecture, on est évalué par des pairs, en double aveugle, etc. Ça, ce sont des choses qui existent, qui sont d'ailleurs vraiment le ciment d'une communauté scientifique. Et là-dessus, je dois dire qu'il n'y a pas de différence entre la France, les États-Unis. La communauté scientifique utilise à travers le monde les mêmes critères pour évaluer une recherche. Et ça, c'est quelque chose je dirais, de constant. Et même si les modalités de financement entre les universités américaines et les universités, par exemple, françaises ne sont pas les mêmes, les universitaires américains n'en sont pas moins indépendants. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pro domo pour les États-Unis, mais en tout état de cause, cette indépendance, elle est garantie par les procédures même d'évaluation. Et celle-ci, la communauté scientifique, quand vous publiez dans des revues, avant de publier, encore une fois, c'est du double aveugle, etc. Enfin, il y a des procédures extrêmement sérieuses. Et en réalité, sur quoi va-t-on évaluer l'enseignant-chercheur ? Sur sa liste de publications dans des revues à comité de lecture. Et en fait, c'est de cela dont il s'agit. C'est vrai que, par contre, on a vu à l'étranger se développer des agences indépendantes. Si je prends le cas de la Grande-Bretagne, c'est une agence indépendante qui finance les universités, enfin qui répartit les dotations. Donc l'indépendance, elle se construit et il ne faut pas imaginer que le fait d'avoir, par exemple, un financement du privé crée un phénomène de dépendance. Ce qui peut créer un phénomène de dépendance, c'est si la source de financement du privé est unique. Mais par contre, si on a une pluralité, à ce moment-là, eh bien cette indépendance sera garantie. Mais en tout cas, pour les universitaires eux-mêmes, elle est généralement garantie. Et quels que soient les pays démocratiques à travers le monde, on s'aperçoit que cette indépendance de l'enseignant-chercheur, c'est vraiment une grande constante. Et je ne vois pas de différence pour le sujet qui nous intéresse, quelle université. Merci. Alors, là-bas, allez-y. Française et en particulier des sciences humaines. Il y a des mauvaises langues qui prétendent qu'elles baissent et qu'on a moins, on sert moins de modèles qu'il y a 20 ans ou 30 ans aux autres universités et aux autres pays du monde. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous pensez que c'est lié au manque de ressources financières? Quelles peuvent être les solutions? Est-ce que les traditions de mandarinat française et l'idéologie, les tendances à l'idéologie présentes en France se retrouvent dans d'autres pays du monde, par exemple dans l'université américaine? Voilà. Alors, une vaste question. J'ai écouté tout à l'heure M. Steiner qui disait que malheureusement, on avait donné le pouvoir à des gens qui écrivaient des choses totalement incompréhensibles. Il citait Lacan. Bon, mais je n'ai pas de point de vue. Monsieur, vous trouvez que l'influence, oui?
ce que j'ai envie de dire par rapport aux sciences humaines, la France a une forte tradition d'autoflagellation aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous caractérise. On a besoin d'avoir cet esprit critique et on a toujours tendance à dire rien ne va dans les sciences humaines françaises. Si vous regardez les index de citation au niveau mondial, encore une fois, avec des moteurs de recherche, vous allez vous apercevoir que les enseignants-chercheurs en sciences humaines de nos universités françaises ne se positionnent pas si mal que cela, y compris dans l'univers anglo-saxon. Donc c'est pas selon la manière dont vous allez regarder la réalité, vous n'allez pas forcément voir la même chose. Et les index de citation sont aussi une manière justement d'évaluer la présence de notre pensée dans d'autres milieux. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être trop négatif à cet égard, parce que, encore une fois, quand vous allez à l'étranger, vous apercevez que les travaux français sont cités avec beaucoup de régularité. Prenez la sociologie française, il y a une grande tradition de la sociologie française, et elle est très largement citée, y compris les universitaires les plus contemporains. Oui, fondamentalement, je le pense, parce que en fait, je reste persuadé que... écoutez... Il y a le ministère de l'Éducation aussi dans les sponsors, non, donc je pense qu'il est intéressé. Moi-même, avant d'être recteur, j'étais patron de labo, justement dans les sciences humaines, et un certain nombre de mes thésards étaient aussi financés tout simplement parce que, encore une fois, il y a des problématiques qui peuvent y compris intéresser. Je crois que justement, c'est pas si manichéen que cela. Pourquoi vous les opposez ? Aux États-Unis, quand Google a créé son Google Earth, vous savez, qui vous permet de télécharger des cartes du monde entier, s'est posé la question de savoir si ces cartes allaient être payantes ou pas. Et l'essentiel est gratuite. Et c'est une décision qui a été prise. Pourquoi ? Parce qu'ils puisent dans des cartes qui ont été faites par des instituts publics et que le gouvernement américain a dit « Attendez, c'est déjà payé une fois. Nos impôts ont payé une fois pour qu'on fasse ces cartes. On ne va pas faire payer les gens une deuxième fois. Allez sur Géoportail de l'IGN, en France, financé sur fonds publics, essayez de télécharger. Dès que ça devient marrant, il faut payer. Donc pourquoi vous voulez prêter des vertus à l'État que l'État n'a pas forcément et des vices aux entreprises que les entreprises n'ont pas forcément. Ce qui est évident, ce que je devine derrière ce que vous dites, c'est qu'il y a une nécessité de construire des barrières qui est absolument fondamentale. Mais ce que disait le recteur Hetzel, on le vérifie, vous allez aux États-Unis, vous n'avez pas moins de polémiques à l'intérieur d'une université dès lors que tel labo, et il y a des affaires régulièrement, est soupçonné par exemple notamment de ne pas diffuser les résultats d'une recherche parce que cette recherche a été financée par le privé et que ça pourrait poser problème à l'entreprise qui a financé. Eh bien, la mobilisation de la communauté universitaire est au moins aussi vive et vigoureuse à l'intérieur de l'université en question qu'elle le serait en France. Je crois je suis pas sûr qu'il y ait les bons et les méchants dans ce domaine. Je crois que les sciences humaines n'ont pas forcément le même statut partout non plus aux États-Unis. Non, mais moi je pense que le problème des sciences humaines, c'est pas un problème simplement franco-français, du problème, disons, du financement des sciences humaines. Je pense qu'à cause, disons, d'une société qui voit croître d'autres disciplines, des disciplines un peu plus, disons, je dirais, crématistique, je ne sais pas comment on dit en français, disons, et plus de professionnels. Aux États-Unis aussi, il y a tout un problème dans les universités de défendre, disons, le financement des sciences humaines, non ? Donc, c'est-à-dire, non, c'est vrai, c'est-à-dire, donc, disons, ce qui est intelligent, disons, dans les universités américaines, c'est de mettre des taxes dans les secteurs où, par exemple, c'est plus facile de financer. Dans une business school, par exemple, d'une école, vous mettez une taxe pour faire une subvention dans les sciences humaines, que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une personne, disons, de la société qui comprenne, disons, l'importance des sciences humaines, qui est centrale pour une université. Mais ce n'est pas simplement un problème franco-français, il y a aussi tout un débat aux États-Unis. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un débat, c'est que peut-être il y a 120 ans, l'université, c'était pratiquement le liberal arts. Les sciences humaines avaient un rôle, disons, central et exclusif pratiquement. Avec l'avènement d'autres professions qui sont rentrées dans l'université, les sciences humaines sont là, mais elles n'ont plus le monopole, disons, du point de vue de ce qui est l'université. Et alors, disons, mais elles sont fondamentales du point de vue de l'éducation du citoyen.
Donc moi je pense que ce n'est pas simplement un problème franco-français, c'est un problème aussi très dur aux États-Unis. Les différences, disons, de ressources entre les sciences humaines et par exemple la biologie, ou, non, la bioéthique, le business sont énormes. Donc c'est pas simplement... Évidemment, il y a un problème de niveau. Encore, ce n'est pas si dramatique aux États-Unis parce qu'en matière de niveau, il y a beaucoup plus de financement pour les universités aux États-Unis peut-être que ce qu'il y a en France. Donc, mais le problème relatif existe. Merci. Alors, une autre question. On va peut-être vous redonner la parole. Ah non, vous avez... Ah, oui, monsieur. Remarquer qu'il est beaucoup plus difficile actuellement d'obtenir des bourses des États-Unis que, par exemple, dans les années 60. Et l'université américaine est devenue très fermée, surtout depuis 2001. Et alors vous dites partez aux États-Unis, vous êtes bien aimable. Enfin bon. Et par ailleurs, vous avez tous un côté technocratique qui me rappelle. Je vois que M. Hetzel est très ami avec Claude Allègre. Eh ben, je crois pas. Enfin, vous n'avez pas tout à fait. Vous n'avez pas tout à fait l'aspect hippopotamique que je lui prête, mais enfin, lui prétendait œuvrer pour l'égalitarisme en imposant plus rigoureusement une conception de la carte scolaire, alors que c'est exactement l'inverse qu'il a produit. Enfin, vous n'avez pas de questions. Ah si. Non, mais... Bon, qu'est-ce qu'il pense de cette carte scolaire, M. Hetzel? Oula, on est loin du débat là. Alors non, je crois qu'on est quand même très loin du débat là. Une autre question? Oui. Alors on passe le micro. Madame d'abord. Bonjour, je suis allocataire de recherche à Paris 5. Je suis doctorante en sciences humaines. Donc il y a eu 2 allocations de recherche. J'ai eu la chance de l'avoir. Il y avait 300 étudiants. Mais je suis d'accord avec vous. Du côté des chiffres, il y a du progrès en sciences humaines. Et effectivement, maintenant, ils donnent quand même plus de contrats chiffres aux doctorants en sciences humaines. Mais moi, je travaille sur les relations professionnelles, donc c'est pour ça. Hein. Pour tous ceux qui travaillent sur d'autres sujets, ils n'ont vraiment aucune chance. Donc je trouve que c'est un peu abusif de dire il y a beaucoup de financement. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il faut distinguer 2 problèmes qui se retrouvent, mais qu'on peut quand même analyser séparément, à savoir le problème des réseaux de l'université et le problème de son indépendance. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Hetzel, de l'association Bernard Grégory. Donc là, à Paris 5, ils organisent des doctorales. Et en fait, donc moi, j'ai candidaté. Comme je suis en première année de thèse, ils ne m'ont pas accepté parce qu'ils ne prennent que les 3e années. Et ils ne prennent que 60 doctorants sur l'ensemble de Paris 5 pour une semaine d'échange avec les entreprises et la mise en valeur donc, de la recherche provenant des universités. Mais ça, je pense que c'est vraiment, vraiment dommage parce que du coup, ça ne permet pas, dès qu'on commence sa thèse, de s'inscrire dans un certain nombre de réseaux. Je ne dis pas pour faire de la recherche appliquée nécessairement, mais au moins pour se faire des contacts et pour pouvoir penser au post-doc. Et ça, on doit pouvoir y penser dès le début, dès la première année de thèse, de pouvoir conduire son projet au mieux. Tout ça dans un contexte justement où il n'y a pas beaucoup de financement et dans un contexte où la thèse doit maintenant être achevée au bout de 3-4 ans maximum. Ça a changé. Avant, les gens ils faisaient des thèses qui n'en finissaient plus. Mais ça, non mais attendez, ça c'est très important, je devrais pouvoir le dire. Ça, par contre, c'est une exigence de rentabilité qui pose un vrai problème. Parce que dire qu'on doit faire une thèse en 4 ans, que c'est mieux pour les entreprises, que les thèses doivent plus s'éterniser, ça pose un problème par rapport à la connaissance, parce qu'une thèse, ça peut prendre plus que 3-4 ans, et surtout dans un contexte où, comme l'a dit tout à l'heure monsieur qui est ATER à Paris 4, aujourd'hui, il y a très peu d'étudiants qui ont des financements, ou plutôt son voisin qui est parti d'ailleurs. Il y a très peu d'étudiants qui ont des financements, et donc voilà, c'est ces choses-là que je souhaitais souligner. Voilà. Bon, il n'y avait pas de questions, mais il y avait des choses intéressantes. C'est vrai, non, je suis d'accord, une bonne intervention. Monsieur, vous vouliez parler? Je ne suis pas du monde universitaire, bien que j'ai quelques rapports indirects avec le monde universitaire. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises au regard des critères de l'université. Mais je suis frappé d'abord du pessimisme ambiant. Hein. Tout le monde s'est plaint dans cette salle. Moi, j'ai vécu dans une entreprise où
où le pessimisme était banni par, je veux dire, par construction, parce que ça ne menait nulle part. J'étais frappé aussi du côté ringard de certaines catégories mentales des jeunes, en disant le problème c'est de faire une grande université, le problème c'est le manque de liberté des universités. Bon, tout ça, je croyais que c'était tout à fait dépassé. Quand j'étais étudiant, on s'amusait avec ce genre de concept, mais enfin, la vie m'a appris que ça menait pas à grand-chose. La vie a peut-être changé. Hein. C'est peut-être une meilleure garantie aujourd'hui de faire une très bonne université qu'à votre époque ou... Oui, la vie a changé. Mais je pense le chômage a augmenté, en tout cas. Alors, quant au problème de financement, bon, là, on peut avoir plusieurs points de vue. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise pendant pas mal de temps. Il y a eu 5 prix Nobel pendant que j'y étais. Et les 5 prix Nobel venaient, enfin 4 d'entre eux au moins, venaient de laboratoires qui n'étaient pas particulièrement riches, et même qui étaient, j'allais dire, un peu délaissés. Alors, pourquoi ça marchait? Ben, c'était une question de priorité. On ne faisait pas tout dans nos centres de recherche. Hein, on se focalisait, avec les moyens qu'on avait, sur ce qu'on pouvait faire. Alors, si on fait un saupoudrage, etc., bon, ben, il est évident qu'on n'a pas assez d'argent. Mais l'attitude qui consiste à se plaindre en disant il y a une thèse, il y a une bourse pour 150 ou pour 300 personnes, ben, c'est une attitude de plainte qui ne mène nulle part, hein, parce qu'il n'y aura jamais 300 bourses pour 300 personnes. On entend ce que vous dites. Vous voulez répondre? Non. Bon, oui, bon, on peut faire comme ça, ouais, on peut réagir comme ça, mais enfin, ça ne mène nulle part. Hein. Alors, on est presque à la fin du débat, donc il y a d'autres questions. Oui, là-bas, bah, ça se passe là-bas. Quelle responsabilité partagée? Et éducation, là, il y avait en fait des directeurs de grandes écoles et des directeurs de différentes compagnies, entreprises. Et pour eux, l'éducation, c'était les grandes écoles et les lycées. Mais ils n'ont absolument pas parlé de l'université, pas une seule fois. Et dans une semaine, il y a une conférence des universités qui a lieu avec des universités de 30 pays européens. Et un des thèmes de débat, c'est université et entreprise, quel partenariat? Et je me demande vraiment quel intérêt les entreprises ont à financer la recherche, ça c'est sûr, mais la formation. Et avec ce débat de ce matin, je pense qu'il y a un vrai problème de communication et de valorisation du savoir à l'université, parce que manifestement, les entreprises ne sont absolument pas intéressées par les formations dans les universités. Donc pour vous, quel moyen l'université pourrait se donner? Alors, pas toutes les formations dans l'université. Hein. Oui, je disais tout à l'heure, on évoquait à un moment donné les universités, je disais attention, il y a une typologie à faire. Pour les entreprises, il en est exactement de même. Et je ferai déjà une première distinction entre les grandes entreprises et les PME. Parce que les statistiques du CEREC montrent qu'à l'intérieur de ce que l'on appelle les entreprises, par exemple les PME, ont beaucoup plus tendance à recruter auprès des universités que les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes entreprises ont tendance effectivement à aller plus spontanément vers les grandes écoles, mais le tissu des PME, et c'est une réalité sur l'ensemble du territoire français, recrute bien plus du côté de l'université que du côté des grandes écoles. Donc les entreprises, évidemment, elles ont déjà un premier intérêt, c'est de recruter des diplômés. Mais je pense que ce qui, en France, n'a sans doute pas suffisamment été perçu, c'est que l'université est une source de richesse incroyable. Et quand je dis une source de richesse incroyable, c'est que dans une société, dans une économie qui est celle de l'intelligence, eh bien cela passe forcément par le fait que l'on mette aussi l'université dans cette boucle de développement et de création de richesse pour une nation. Et je pense que là, les entreprises commencent aujourd'hui à s'apercevoir que eh bien, l'université peut avoir un rôle à jouer par rapport à cela. Mais c'est vrai que
il y a des pays autour de nous où cela s'est fait de manière plus naturelle, sans doute aussi parce qu'il n'y avait pas ce distinguo entre les grandes écoles d'une part et les universités d'autre part. En Allemagne, il est tout à fait habituel que les entreprises établissent des conventions avec les universités et financent aussi des fondations sans pour autant en attendre un retour immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une optique où l'entreprise considère que cela fait aussi partie de sa mission citoyenne que de contribuer au financement de fondations. C'est vrai que plus du mécénat. Oui, par exemple. Par exemple. Je suis pas. Quels moyens l'université pour vous, parce que je pense que ça serait vraiment intéressant, pourrait se donner pour valoriser son image et communiquer vers les entreprises, parce que les PME, je pense qu'elles ont beaucoup à recruter, mais quels moyens elles ont pour financer l'enseignement par rapport aux grandes entreprises? On ne va quand même pas demander aux entreprises de tout financer non plus. C'est des chaires de recherche, c'est des chaires d'entreprise, c'est quand même un financement qui n'est pas essentiel. Mais les taxes d'apprentissage vont généralement vers les grandes écoles par rapport... Elles vont vers les écoles qui font de l'apprentissage aussi. Après, bon... Oui, allez-y. Moi, je crois que les personnes qui doivent prendre conscience de l'importance de l'université, ce sont les citoyens. Donc, par exemple, aux États-Unis, les gens qui appuient les universités, ce sont les personnes plutôt que les entreprises. Mais vous avez le même problème. Ici, ce que les citoyens pensent, c'est comme déjà, je paie les impôts. Je paie les impôts, alors je paie les impôts pour recevoir l'éducation, soit gratuite ou soit... Il n'y a pas une conscience que de faire des dons, disons. Mais aux États-Unis, le 90% du soutien additionnel des universités, ce sont les citoyens qui les font. Ce n'est pas les entreprises. Les corporations font simplement le reste, le 10% ou le 8%. Mais ce sont les citoyens qui se disent, ce sont les alumni et les anciens élèves qui disent « Je veux faire de cette université une très bonne université ». Alors ils se mettent d'accord, ils commencent à financer. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que moi je pense que oui, que ici ils sont autonomes mais ne sont pas autonomes en même temps parce que, disons, je ne sais pas quelle est la relation avec l'État du point de vue du budget. Non, mais lorsque vous avez une mentalité plutôt étatique, c'est très difficile que le citoyen puisse dire je vais... Il y a quelques différences. Je pense que Sciences Po est en train d'essayer de faire quelque chose. Fontainebleau, INSEAD, c'est un autre truc qui n'est pas dans le système français, mais vous avez des dons très importants. Et lorsque vous parlez que les entreprises simplement s'intéressent aux grandes écoles, ça fait partie un peu de mon observation antérieure de la stratification en France. C'est parce que comme l'université n'a pas une intégration de l'enseignement et de la recherche, les grandes écoles, c'est la voie royale, d'où c'est le seul point dans lequel ces entreprises, qui aussi sont très concentrées, le capitalisme français est un capitalisme très concentré, très familial aussi. Disons, c'est un capitalisme à la japonaise, disons. C'est très différent du capitalisme américain, disons. Donc, vous avez un problème, tout est lié, disons. Mais ce sont les citoyens et les anciens élèves qui vont faire d'une université une grande université ou non. Ce n'est pas vraiment les corporations, comme Olivier l'a dit, ce sont des apports, disons, périphériques ou partiels. Merci. Je vais dire un tout petit mot, parce que dans le monde de l'entreprise, il y a une notion de culture de l'évaluation qui a été soulignée par Patrick Hetzel et qui est très présente dans le monde de l'entreprise. Qu'une entreprise finance avec un objectif de retour sur investissement, j'allais dire explicite et immédiat. Elles le font. Elles ne le font pas seulement avec les grandes écoles. Toutes les chambres de commerce et d'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie sont le deuxième formateur en France. Bon. Et elles forment à partir du CAP. Et en prenant y compris des jeunes non qualifiés qui sont exclus du système, jusqu'à du bac+5 et jusqu'aux grandes écoles. Bon, là, elles sont sur j'allais dire, un retour en investissement assez évident, quoi. Elles forment leurs futurs salariés. Quand elles financent des chaires d'entreprise, par exemple, ça fonctionne où? Ça fonctionne dans des morceaux de l'université ou dans des morceaux du service public où vous vous rendez compte assez souvent qu'il y a cette évaluation. Ça va être Sciences Po, ça va être les instituts d'administration des entreprises, ça va être telle université qui a mis en place des procédures d'évaluation. Mais quand on dit évaluation, ce n'est pas seulement le comité national d'évaluation qui vient et le beau rapport bleu qui est envoyé à un certain nombre d'exemplaires pour être enfoui sous une pile. C'est-à-dire l'évaluation et ce qui s'ensuit. Bon. Or, l'université, vous le savez, est quand même dans une culture où on est assez peu récompensé de ce qu'on fait de bien.
et assez peu sanctionné de ce qu'on fait de moins bien. Voilà. Donc, ça renvoie à ce que j'essayais de dire à un moment donné, c'est-à-dire que tout va dépendre à un instant T, et on ne peut pas s'en satisfaire dans le cadre du service public du génie individuel d'un tel, de sa motivation ou de que sais-je. Je pense que vous connaissez tous, si vous êtes chercheur, tel directeur de recherche dans tel labo qui se bat comme un diable pour caser ses doctorants, qui va téléphoner ou envoyer des mails à ses copains, soit en province, soit aux États-Unis, etc., les suivre, essayer de les accompagner, y compris avec les défauts que ça peut avoir d'ailleurs, en termes de soumission, bon, mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui se défoncent, et vous savez, il y en a d'autres qui ne le font pas. Ah d'accord, bon, enfin voilà. Et donc ça renvoie à cette motivation-là. Mais quand on dit l'entreprise, c'est très abstrait. Et puis aussi, méfiez-vous d'un regard parisien sur ces sujets-là. En province, les choses sont quand même extrêmement différentes. Les liens souvent entre des morceaux de l'université, c'est rarement l'université en ensemble, mais des morceaux de l'université et le tissu local, les bassins d'emploi, sont quand même beaucoup plus proches qu'ils ne peuvent l'être à Paris, où les choses sont très abstraites. Merci Emmanuel. Alors, on a compris, vas-y. Nous on reste. Économie. Bon, je voulais juste vous dire un chiffre, financement des sciences humaines, enfin les allocations de recherche, c'est 15%. Voilà, bon, c'est rien du tout. Hein. C'est 15% qui sont financés en sciences humaines, hein, je précise. Mais moi, j'avais une dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, il va y avoir à long terme en fait un désengagement de l'État et à la fin, en fait, c'est-à-dire que les universités auront exactement le même argent, en fait, puisque au lieu que ce soit l'État qui paye l'université, ça sera les entreprises. Et en plus, non seulement il y aura exactement le même argent, mais en plus, il y aura un devoir par rapport à ces entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera comme ça? Moi, j'ai un exemple par rapport à Cambridge. J'ai fait un échange universitaire à Cambridge, en Angleterre. Là-bas, évidemment, il y a beaucoup d'échanges avec les universités, mais je peux vous dire que les plafonds sont pareils qu'ici. Hein. Ils sont dans très mauvais état. Donc finalement, en fait, je suis mieux à la Sorbonne parce que, si vous voulez, par exemple, mercredi, je vais à New York parce que je dois assister à une conférence. Ça s'appelle l'internationalisation des doctorants. On a droit à un voyage par an, comme ça. Je suis allé en Chine aussi. Donc finalement, c'est pas mal la Sorbonne. Hein. Donc Cambridge, finalement, ça part en désuétude alors que c'est financé par les entreprises. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'à long terme, on connaît le résultat? C'est comme le capitalisme, on connaît le résultat. Aux États-Unis, ça fait 20 ans que ça existe. Aujourd'hui, avec Sarkozy, on découvre le capitalisme libéral. Donc, on sait très bien les réponses, on connaît tout ça. Mais moi, je ne suis pas du tout coco, quoi que ce soit. Hein. Je suis vraiment... j'ai peur que ça soit au même niveau, au niveau argent. Voilà, au niveau argent des universités. C'est juste une question. Est-ce que ce n'est pas un gigantesque rêve? Non, mais ce serait une catastrophe. Nous, en tout cas, avec Sylvain Kahn, quand on parle de varier les financements de l'université, c'est à condition par ailleurs que l'État fasse sa part de l'effort. Donc en aucun cas qu'il enlève, sinon on n'en sort plus. Les enjeux par ailleurs, vous dites que vous êtes allé en Chine, quand même le grand non-dit de toute cette séance, ça aurait été l'Asie. Bon, parce que quand vous discutez avec des universitaires américains notamment, de savoir si l'Europe des universités va se faire ou pas, au fond ça les préoccupe relativement peu. Ils se demandent, et c'est pareil pour les Australiens, ils se demandent quand est-ce que la Chine aura fini par leur prendre tout leur marché. Eh bien. Je suis d'ailleurs allé à l'université de Shanghai pour aller voir justement ce classement. Je suis allé voir les personnes qui s'occupent de... C'est l'université Jiaotong à Shanghai. Et cette université, je suis allé les voir. Hein. J'ai dit, tiens, pourquoi la Sorbonne est classée 400, 500e, je ne sais plus combien. Hein. Ils ne parlaient même pas anglais. Voilà. Ils ont à peine compris mon anglais, alors que je suis britannique aussi. Je crois que la Sorbonne, double nationalité. Surtout, la Sorbonne est mal classée parce que ce n'est pas une fac scientifique, donc, alors qu'on classe quand même sur des critères scientifiques. Vous vouliez répondre aussi là-dessus?
Simplement pour dire que, ne serait-ce que par rapport à l'État, si vous regardez les financements, il faut le voir dans son ensemble. C'est-à-dire que le financement, il passe évidemment par les dotations financières pour les universités, il passe aussi très largement par le financement des enseignants-chercheurs et de l'ensemble des personnels. Et vous vous apercevrez que, en fait, le budget que la France consacre, donc, enfin, l'État français consacre à l'enseignement supérieur et à la recherche, est un budget extrêmement important. C'est dans l'ordre des budgets de la nation, c'est le 4e. Hein. Donc, oui, mais il est très mal réparti. Au global, quoi. C'est très mal. Moins pour le supérieur. Non, mais après, tout dépend comment vous faites votre analyse. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a sans doute un effort global à fournir en termes de financement des universités. Mais l'État, sur ces dernières années, de loin, ne s'est pas désengagé des universités. Oui, mais c'est ce que je disais, la Sorbonne, finalement, l'internationalisation des doctorants, c'est très bien. On part en voyage. Non, ça marche très bien. Alors, c'est ça la question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez qu'on va rester... Est-ce qu'on le fait à l'américaine ou pas, quoi? C'est ça la question. Moi, je pense qu'il y a des risques. Voilà. On verra. Bon, on arrive au terme de notre débat. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Non? Bon, écoutez, merci d'être venu. C'était très intéressant et à l'année prochaine, peut-être.